Pendant 35 ans, j'ai été la fille invisible, celle dont on oubliait l'anniversaire, celle dont les réussites passaient inaperçues, celle dont la présence au dîner de famille ressemblait plus à un désagrément qu'à une célébration. Mais je ne m'attendais pas à ce que ma propre sœur me tende une petite boîte emballée lors de mon dîner d'anniversaire, adresse un sourire narquois à toute la table et dise « Peut-être que ce test ADN expliquera enfin pourquoi tu as toujours été l'erreur d'un autre homme dans cette famille. » Les rires qui ont suivi résonnent encore dans mon esprit, le petit gloussement nerveux de maman, le silence de papa, et la façon dont les yeux de Chloé brillaient d'une lueur qui ressemblait moins à de l'humour qu'à de la faim. J'ai fait ce test, non pas parce qu'elle le voulait, mais parce que j'avais besoin de savoir pourquoi elle tenait tant à ce que je le fasse, et 3 mois plus tard, le notaire de la famille a convoqué une réunion urgente, quand maman et Chloé sont entrées et m'ont vue assise là avec mon propre avocat. Leurs visages sont devenus blêmes, elles pensaient m'enterrer avec ce test ADN, elles ne savaient pas qu'elles creusaient leur propre tombe. Avez-vous déjà découvert que les gens qui étaient censés vous aimer complotaient contre vous depuis le début? Je m'appelle Émilie Durand, j'ai 35 ans, je suis analyste financière à la Défense et j'ai bâti ma carrière grâce à la discipline et à la détermination, des qualités que j'ai développées parce que personne dans ma famille ne m'a jamais rien donné, alors que ma sœur cadette, Chloé, recevait des éloges simplement pour avoir existé, et j'ai appris très tôt que mes accomplissements seraient accueillis au mieux par de l'indifférence, au pire par des critiques. Le trajet vers la maison de mes parents en banlieue parisienne m'a semblé plus long que d'habitude ce soir-là. 3 mois s'étaient écoulés depuis les obsèques de papa et c'était la première fois que je revenais pour ce que maman appelait un petit dîner d'anniversaire. Je ne m'attendais pas à une fête. J'avais cessé d'espérer cela il y a des années, mais quelque chose dans la voix de maman au téléphone avait semblé étrange, trop enjoué, trop décontracté, comme si elle lisait un script écrit par quelqu'un d'autre. Quand j'ai franchi la porte d'entrée, la première chose que j'ai remarquée fut les rires. Maman et Chloé étaient assises à la table de la cuisine, feuilletant une brochure de vacances, discutant de stations balnéaires et de forfaits spa sur la Côte d'Azur. 3 mois après avoir enterré leur mari et père, elles planifiaient des escapades tropicales, le chagrin qui avait consumé les funérailles semblait s'être entièrement évaporé. J'ai posé la bouteille de Bordeaux que j'avais apportée et j'ai embrassé maman sur la joue. Elle a légèrement tressailli avant de se reprendre avec un sourire trop large. Chloé n'a même pas pris la peine de se lever, elle a juste agité ses doigts dans ma direction sans quitter la brochure des yeux. Pendant le dîner, j'ai essayé de poser des questions sur la lecture du testament, cela faisait 3 mois, bien plus long que le délai habituel chez le notaire. La fourchette de maman s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche et elle a dit « Nous ne sommes pas encore prêtes ma chérie, nous sommes toujours en deuil ». Elle a jeté un coup d'œil à Chloé qui a habilement redirigé la conversation vers sa récente promotion au travail au sein d'une agence de marketing. Je les ai regardés échanger des regards tout au long du repas, des coups d'œil rapides et nerveux qui contenaient des conversations entières que je n'étais pas censée comprendre. Elles coordonnaient quelque chose, j'en étais certaine. La conversation du dîner tournait entièrement autour de Chloé, des exploits de ses enfants, de la nouvelle voiture de son mari, de ses projets de rénovation de leur cuisine. Quand maman a enfin reconnu mon existence, c'était par une seule question, toujours dans ce même cabinet d'audit, et avant que je puisse répondre, Chloé m'a interrompu avec une autre histoire sur elle-même, mais ce soir-là semblait différent de la négligence habituelle. Chloé continuait de m'observer avec une expression que je n'arrivais pas tout à fait à lire, de l'anticipation peut-être, comme un chat regardant une souris s'approcher d'un piège. Maman a bu plus de vin que je ne l'avais jamais vu en consommer, ses yeux fuyant les miens chaque fois que j'essayais de croiser son regard. Puis vint le cadeau, Chloé a fait glisser une boîte emballée sur la table, ses lèvres s'étirant en un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Joyeux anniversaire Émilie, j'ai pensé que cela pourrait t'aider à répondre à certaines questions que tu te poses probablement depuis toujours. À l'intérieur se trouvait un kit de test ADN, peut-être que cela expliquera enfin pourquoi tu as toujours été si différente du reste d'entre nous, a dit Chloé, sa voix dégoulinant d'une fausse douceur. Qui sait quel secret se cache dans tes gènes? Tu devrais absolument l'envoyer, tu ne veux pas savoir qui tu es vraiment? La table a éclaté de rire, mais j'ai remarqué que les mains de maman tremblaient autour de son verre de vin, ses articulations blanches contre le pied du verre, et la plaisanterie de Chloé semblait répétée, livrée avec la précision de quelque chose d'entraîné devant un miroir. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir, je me suis retrouvée dans mon ancienne chambre à fouiller dans des cartons que je n'avais pas touchés depuis des années, et au fond de mon placard, j'ai découvert une enveloppe déjà ouverte, le contenu négligemment fourré à l'intérieur, la poussière autour avait été récemment dérangée. À l'intérieur se trouvait une photo de moi bébé,
tenu par un homme que je n'avais jamais vu auparavant, et au dos, de l'écriture de ma mère, se trouvaient 2 mots. Pardonne-moi. J'ai tout photographié avec mon téléphone, puis j'ai pris le kit ADN que Chloé m'avait donné et j'ai pris une décision, je l'enverrai, non pas parce que ma sœur le voulait, mais parce que j'avais besoin de comprendre pourquoi elle était si impatiente que je découvre que je n'étais pas vraiment une Durand. Quel que soit le piège que Chloé tendait, j'avais l'intention de le trouver avant qu'il ne me trouve. J'ai posté le kit de test ADN le lendemain matin même, l'entreprise promettait des résultats sous 4 à 6 semaines, alors j'ai utilisé ce temps pour faire mes propres recherches, j'ai commencé par la photo, l'homme inconnu tenant le bébé que j'étais, la demande de pardon de ma mère écrite au dos, j'ai scanné son visage, cherchant une quelconque ressemblance avec des gens que mes parents avaient connus, mais je n'ai rien trouvé, la qualité de l'image était trop mauvaise pour qu'un logiciel de reconnaissance faciale puisse aider, alors j'ai attendu, et j'ai observé, et j'ai prêté attention à chaque regard nerveux que ma mère me lançait lors de nos brefs appels téléphoniques. Les résultats sont arrivés un mardi après-midi, exactement 5 semaines après l'envoi de mon échantillon, j'ai ouvert l'email à mon bureau pendant le déjeuner, m'attendant à la confirmation de ce que j'avais déjà commencé à soupçonner, ce que j'ai trouvé était à la fois plus simple et plus compliqué que je ne l'avais imaginé, aucune relation biologique détectée avec les échantillons de référence de la famille Durand, les mots trônaient sur mon écran comme un verdict, je n'étais pas là. Fille de mon père, l'homme qui m'avait élevée, qui avait payé mes études, qui m'avait regardé avec ce que je réalisais maintenant être un mélange complexe de devoir et de distance, il avait su, il devait savoir, et il m'avait gardé quand même s'il n'avait jamais tout à fait réussi à m'aimer comme il aimait Chloé. Mais le rapport contenait autre chose, la base de données ADN avait identifié une correspondance génétique, un lien avec la famille d'un homme nommé Richard Lefort, le système suggérait qu'il pourrait être un parent biologique proche, possiblement un père ou un oncle, le nom ne me disait rien, alors j'ai fait ce que n'importe quel analyste ferait, j'ai cherché, Richard Lefort avait été un entrepreneur à succès qui avait bâti sa fortune dans l'immobilier commercial à Paris durant les années 80. Et 90, il était mort il y a 5 ans, laissant derrière lui un patrimoine conséquent et aucune famille proche, mais ce qui a attiré mon attention fut un article d'il y a 34 ans, enfoui profondément dans les archives d'un journal économique, le titre disait « Un investisseur local sauve une entreprise manufacturière en difficulté », l'entreprise était les Industries Durand, l'entreprise de mon père. Richard Lefort avait fourni le capital qui avait maintenu l'entreprise de ma famille en vie durant sa période la plus sombre, juste au moment où je suis né. Je me suis adossé dans mon fauteuil, mon esprit s'emballant à travers les implications, ma mère avait eu une liaison avec l'homme qui avait sauvé l'entreprise de mon père, j'étais le résultat, et d'une manière ou d'une autre, tout le monde avait accepté de garder le secret pendant 35 ans, mais pourquoi Chloé voudrait-elle que cela soit exposé maintenant ? J'ai décidé de forcer les choses, ce soir-là, j'ai fait une capture d'écran de mes résultats ADN et je l'ai envoyé sur le groupe WhatsApp de notre famille avec une seule question, quelqu'un veut expliquer ça ? Les réactions sont arrivées rapidement et elles m'ont dit tout ce que j'avais besoin de savoir, maman a appelé dans les minutes qui ont suivi, la voix épaisse de larmes, elle m'a supplié d'effacer le message, de laisser tomber, de comprendre que certains secrets étaient enterrés pour de bonnes raisons, elle a parlé de la complexité des choses à l'époque, de ses erreurs, de comment papa lui avait pardonné et comment ils avaient tous avancé en famille, elle ne s'est pas excusée une seule fois. Auprès de moi, elle n'a jamais reconnu que j'avais passé 35 ans à me sentir comme une étrangère dans ma propre maison à cause d'un mensonge qu'elle avait raconté. Mais c'est la réponse de Chloé qui a confirmé mes soupçons, elle n'a pas rappelé, elle a envoyé un SMS et ces mots ne portaient aucun choc, aucune confusion, aucune inquiétude fraternelle, juste une froide satisfaction, eh bien, maintenant tu sais, je suppose que ça change les choses, n'est-ce pas, elle s'attendait à ça, elle avait voulu ça, le test ADN n'était pas une blague cruelle, c'était le premier coup d'une partie que je ne comprenais pas encore. Je l'ai appelé ce soir-là, exigeant des réponses, la conversation a commencé tendue et a rapidement escaladé, Chloé avait toujours été douée pour la diversion, pour retourner chaque accusation contre l'accusateur, mais cette fois son masque a glissé quand je l'ai accusée d'avoir planifié cela, d'avoir délibérément exposé le secret dans un but que je ne voyais pas encore, elle a perdu le contrôle, j'ai protégé les secrets de cette famille pendant 20 ans, a-t-elle crié dans le téléphone. 20 ans à fermer ma gueule pendant que tu jouais à la victime innocente, et maintenant je vais m'assurer que les bonnes personnes obtiennent ce qu'elles méritent, la ligne a coupé, elle m'avait raccroché au nez, mais ces mots ont résonné dans mon esprit longtemps après la fin de l'appel. 20 ans.
Chloé savait depuis qu'elle avait 16 ans, près de 2 décennies à détenir cette information, à l'utiliser, à en faire une arme. J'ai repensé à toutes les fois où maman avait pris le parti de Chloé contre moi, tous les cadeaux financiers qui coulaient dans une seule direction, toutes les excuses faites pour le comportement de Chloé alors que j'étais tenue à des normes impossibles. J'avais toujours supposé que maman l'aimait simplement plus. Maintenant je comprenais la vérité. Chloé faisait chanter notre mère depuis 20 ans, et chaque privilège qu'elle recevait était le prix de son silence, mais quelque chose avait changé. Chloé ne voulait plus garder le secret, elle voulait qu'il soit exposé, et ses mots sur le fait de s'assurer que les bonnes personnes obtiennent ce qu'elles méritent suggéraient qu'il s'agissait de plus que d'un simple drame familial. C'était une question d'argent, c'était une question d'héritage. J'ai commencé à poser des questions prudentes aux amis de la famille, des gens qui connaissaient mes parents depuis des décennies. Ce que j'ai appris m'a glacé le sang. Une des amies les plus proches de ma mère a mentionné, presque après coup, que Chloé s'était renseignée sur des avocats spécialisés en succession il y a plusieurs mois, avant même que papa ne tombe malade. Une autre se rappelait Chloé parlant de changements à venir dans la situation familiale, parlant comme si elle savait quelque chose que personne d'autre ne savait. Je ne pouvais rien prouver, je n'avais aucun document, aucun enregistrement, aucune preuve concrète de la manigance que Chloé exécutait, mais j'avais passé toute ma carrière à analyser des modèles, à identifier des risques, à me préparer à des scénarios que d'autres rejetaient comme improbables. Mon instinct ne m'avait jamais trompé en affaires et il hurlait maintenant. J'ai trouvé une avocate le lendemain, pas un ami de la famille, pas quelqu'un lié à qui que ce soit que ma mère ou ma sœur pourraient connaître, mais une avocate indépendante spécialisée en droit des successions, Maître Saïdi, réputée pour protéger ses clients dans des situations d'héritage complexes. Je lui ai expliqué mes inquiétudes, partagé le peu que je savais et lui ai demandé de m'aider à comprendre mes droits en tant que bénéficiaire potentiel de la succession de mon père. Elle a écouté sans juger, a pris des notes détaillées et a promis d'enquêter. 3 jours plus tard, un appel différent est arrivé. Celui-ci venait de Maître Vasseur, le notaire qui gérait les affaires juridiques de mon père depuis plus de 30 ans. Sa voix était formelle mais pas dénuée de gentillesse. « Émilie, il y a des choses que votre père voulait que vous sachiez, a-t-il dit, des choses qu'il m'a chargé de partager uniquement dans des circonstances spécifiques. Ces circonstances sont maintenant réunies, il est temps pour la lecture du testament et je pense que vous devriez être préparé à ce que vous allez entendre. » J'ai accepté d'assister à la lecture prévue pour la semaine suivante, puis j'ai appelé ma propre avocate et lui ai demandé de m'accompagner. Quel que soit le piège que Chloé avait tendu, j'étais sur le point de marcher droit dedans, mais cette fois je n'y entrerais pas à l'aveugle. L'étude de Maître Vasseur occupait tout le dernier étage d'un immeuble haussmannien qui était là depuis l'époque de mon grand-père. Je suis arrivée 20 minutes en avance avec mon avocate, Sarah Saïdi, qui m'avait conseillé de tout observer et de ne rien dire à moins qu'on ne s'adresse directement à moi. Nous avons pris place près de la fenêtre, loin de la table de conférence principale, et nous avons attendu. Maman est arrivée ensuite, semblant avoir vieilli de 10 ans au cours du mois passé. Son visage était pâle, ses mains agrippaient son sac à main comme une bouée de sauvetage et elle évitait complètement mon regard alors qu'elle s'asseyait au bout de la table. Elle savait que quelque chose se préparait. La question était de savoir si elle savait exactement quoi. Chloé est entrée en coup devant 5 minutes avant l'heure prévue, et la transformation de son attitude m'a tout dit. Elle rayonnait pratiquement d'anticipation, vêtue de son tailleur le plus cher, son maquillage parfait, son sourire à peine contenu. Elle avait amené son propre avocat, un homme au visage anguleux que je reconnaissais pour sa réputation agressive dans les litiges successoraux. Chloé a croisé mon regard et m'a lancé un coup d'œil d'une telle satisfaction suffisante que j'ai senti mon estomac se nouer. Elle croyait d'avoir déjà gagné. Maître Vasseur est entré en dernier, portant un dossier épais qu'il a placé délibérément au centre de la table. C'était un homme de près de 70 ans, distingué et prudent, quelqu'un qui connaissait ma famille depuis des décennies, mais aujourd'hui son expression portait quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, une résolution tranquille, comme s'il était sur le point de livrer des nouvelles qu'il attendait de partager depuis des années. Avant de procéder, a-t-il commencé, sa voix tranchant la tension comme une lame, je tiens à noter que M. Durand m'a donné des instructions très spécifiques sur la manière dont cette lecture doit être conduite. Il a anticipé certaines contestations de ses dernières volontés et il s'est préparé en conséquence. Tout ce que je m'apprête à partager a été arrangé par votre père durant les derniers mois de sa vie, en pleine connaissance de circonstances que certaines d'entre vous pourraient trouver surprenantes. Chloé a remué sur sa chaise, son sourire vacillant légèrement. Ce n'était pas ainsi qu'elle s'attendait à ce que les choses commencent.
Maître Vasseur a ouvert le dossier et a commencé à lire. Je, Jean-Pierre Durand, saint de corps et d'esprit, déclare ceci comme étant mes dernières volontés, je lègue la totalité de la quotité disponible de ma succession, incluant la maison familiale, mon portefeuille d'investissement et mes parts dans les industries Durand, à Émilie Durand, la fille que j'ai choisi d'aimer non pas à cause du sang, mais à cause de son caractère. La pièce a explosé, Chloé était debout avant que le dernier mot ne quitte sa bouche, c'est exactement ce à quoi je m'attendais, a-t-elle crié, son calme volant complètement en éclats, elle n'est pas sa vraie fille, nous avons des preuves ADN maintenant, des preuves qu'elle a soumises elle-même, elle n'a aucun droit légal sur tout ça. Maître Vasseur a attendu que son éclat s'apaise, puis a continué à lire avec un calme exaspérant, le testament stipule, et je cite directement, « Je sais depuis qu'Émilie a 2 ans qu'elle n'est pas mon enfant biologique, j'ai choisi de l'élever quand même et je choisis de lui laisser mon héritage parce qu'elle seule s'en est montrée digne, cette décision a été prise en pleine connaissance de la filiation d'Émilie et ne nécessite aucune autre validation. » La couleur a quitté le visage de Chloé si vite que j'ai cru qu'elle allait s'évanouir, toute sa stratégie, le test ADN, les mois de préparation, l'exposition soigneuse de ma véritable parenté, venaient d'être rendus insignifiants par un seul paragraphe, papa avait su, il avait toujours su, et il m'avait choisi quand même. Maman a commencé à pleurer doucement, ses épaules tremblant, mais je ne pouvais pas dire si ses larmes étaient de chagrin, de soulagement ou de peur de ce qui allait encore arriver. Maître Vasseur n'avait pas fini, il a plongé la main dans le dossier et en a retiré une épaisse pile de documents reliés par un élastique. 8 mois avant sa mort, Monsieur Durand a engagé un détective privé, il l'a fait après que Chloé a commencé à faire pression sur lui pour modifier son testament en sa faveur. Le détective a reçu l'instruction de documenter toute activité pouvant indiquer une tentative de manipulation de la succession, il a fait glisser les documents sur la table vers Chloé qui les fixait comme s'ils allaient la mordre. Le rapport contient les conclusions suivantes, a continué Maître Vasseur, consultation avec 3 avocats différents en litige successoral commençant 7 mois avant la mort de Monsieur Durand, retrait non autorisé totalisant 50 000 € des comptes personnels de Monsieur Durand pendant la période de sa maladie lorsqu'il était trop faible pour surveiller ses finances de près, multiples conversations avec des amis de la famille concernant, je cite les transcriptions, des changements à venir dans la situation familiale et s'assurer que les bonnes personnes obtiennent ce qu'elles méritent. Chaque élément atterrissait comme un coup de marteau, j'ai regardé la façade confiante de Chloé s'effriter morceau par morceau alors que l'ampleur de son exposition devenait claire, et finalement Maître Vasseur a dit, sa voix prenant un ton plus dur. Le détective a documenté l'achat d'un kit de test ADN acheté en ligne 3 semaines avant l'anniversaire d'Émilie, expédié à l'adresse personnelle de Chloé et emballé pour être offert lors d'un dîner de famille. Il a placé un dernier document sur la table, une note manuscrite dans l'écriture familière de mon père. Monsieur Durand a demandé que je lise ceci à voix haute. Chloé, je savais ce que tu planifiais, je t'ai regardé comploter et manipuler pendant des mois en espérant que tu changerais de voie. Je t'ai donné toutes les opportunités de choisir différemment, tu ne l'as pas fait, ses conséquences sont ta propre création. Le silence qui a suivi était absolu, même l'avocat de Chloé semblait stupéfait par la minutie du piège qui avait été tendu. Puis Chloé a retrouvé sa voix, bien qu'elle ait perdu toute son assurance antérieure, « Je conteste ce testament », a-t-elle annoncé, ses mots trébuchant dans une précipitation désespérée, c'est évidemment le résultat d'une manipulation, Émilie a dû l'influencer d'une manière ou d'une autre. J'irai au tribunal et je prouverai qu'elle a profité d'un homme mourant. Son propre avocat lui a saisi le bras et a chuchoté urgemment à son oreille, j'ai saisi des fragments de son avertissement, reconnaît explicitement. Ne peut pas plaider la fraude quand c'est divulgué. Tout défi sera frivole. Chloé l'a repoussé et Maître Vasseur a répondu sans émotion, le testament contient des conditions strictes, toute contestation infondée entraînera l'application de pénalités, étant donné que le testament reconnaît explicitement la filiation d'Émilie et fournit des raisons documentées pour les décisions de Monsieur Durand, toute contestation pour fraude ou influence indue serait presque certainement jugée abusive par le tribunal. Il a marqué une pause, laissant les implications s'installer. De plus, vos 200 000 € de prêts non remboursés auprès de Monsieur Durand sont documentés dans ces dossiers comme des avances sur héritage. Si vous persistez dans une procédure abusive, ces avances se convertissent en dettes personnelles dues à la succession, des dettes qui devront être remboursées intégralement. L'avocat de Chloé rassemblait déjà ses papiers, son expression indiquant clairement qu'il ne voulait rien avoir à faire avec cette affaire. Chloé restait figée, sa bouche s'ouvrant et se fermant sans bruit, le poids total de son erreur de calcul l'écrasant enfin.
Elle avait passé des mois à construire un dossier pour prouver que je n'étais pas une Durand, elle ne savait pas que papa avait passé ces mêmes mois à construire une forteresse autour de moi, documentant chacun de ses mouvements, anticipant chacun de ses arguments. Mais alors que le choc du moment commençait à retomber, Maître Vasseur s'est raclé la gorge une fois de plus. Il y a une question supplémentaire, a-t-il dit en prenant une autre enveloppe au fond de son dossier. Ceci concerne un accord passé il y a 35 ans, un accord qui implique le père biologique d'Émilie. J'ai reçu l'instruction de ne partager ceci qu'après que la lecture du testament principal soit terminée. J'ai senti mon cœur s'arrêter, le secret qui avait tout déclenché était sur le point de faire surface et il allait changer tout ce que je croyais savoir sur qui j'étais vraiment. Les semaines suivant la lecture du testament auraient dû apporter la paix, au lieu de cela elles ont apporté le chaos. Chloé a refusé d'accepter ce qui s'était passé, son avocat s'est retiré de l'affaire le lendemain de la lecture, mais elle en a trouvé un autre prêt à prendre son argent et à déposer une contestation formelle contre le testament. Les motifs qu'elle invoquait étaient l'influence indue et la manipulation d'un homme mourant, des accusations si sans fondement qu'elles auraient été risibles si elles n'avaient pas été si vicieuses. Mais Chloé ne s'est pas arrêtée à l'action en justice. 3 jours après avoir déposé la contestation, elle est apparue à mon immeuble, martelant ma porte et hurlant des menaces assez fort pour que mes voisins entendent. Elle m'a traitée de voleuse, de fraudeuse, de manipulatrice qui avait volé ce qui lui appartenait de droit. Elle a menacé de détruire ma carrière, de dire à tous ceux avec qui je travaillais que je n'étais pas celle que je prétendais être, de s'assurer que je ne connaisse jamais un moment de paix pour le reste de ma vie. Ce qu'elle n'a pas remarqué dans sa rage, c'était la caméra de sécurité montée au-dessus de ma porte. L'immeuble les avait installés 2 ans plus tôt avec des panneaux clairement affichés indiquant enregistrement en cours. Toute sa tirade a été capturée en vidéo haute définition avec le son. L'audience de médiation obligatoire a eu lieu 6 semaines plus tard. Chloé est arrivée avec son nouvel avocat, un homme qui semblait de plus en plus mal à l'aise alors que mon avocate Sarah Saïdi présentait notre réponse à la contestation. Sarah a été méthodique et dévastatrice. Elle a commencé par le rapport du détective privé que papa avait commandé, documentant la machination de Chloé depuis ses tout débuts. Elle a suivi avec les images de sécurité de la visite menaçante de Chloé à mon appartement, puis sont venus les SMS, des dizaines d'entre eux montrant un modèle de harcèlement et d'intimidation qui avait régulièrement escaladé depuis la lecture du testament. Enfin, elle a présenté des preuves de l'historique de manipulation émotionnelle de Chloé sur 20 ans, y compris des déclarations d'amis de la famille qui avaient été témoins de son comportement au fil des décennies. Le juge a écouté tout cela avec une expression de dégoût croissant. Quand l'avocat de Chloé a tenté d'argumenter que les preuves ADN prouvaient que je n'avais aucun droit légitime sur la succession, le juge l'a coupé. Le testament reconnaît explicitement sa filiation, a-t-il noté. Le défunt a rendu ses volontés claires en pleine connaissance de tous les faits pertinents. Il n'y a pas de fraude à découvrir car rien n'a été caché. Il a rejeté la contestation comme abusive. Chloé a perdu, et les conséquences financières ont été immédiates. Les 200 000 € qu'elle avait empruntés à papa au fil des ans, précédemment documentés comme avance sur héritage, se sont convertis automatiquement en dette personnelle due à la succession, s'ajoutant aux 50 000 € détournés. En l'espace d'un seul après-midi, Chloé est passée de l'attente de tout hériter à devoir plus d'argent que ne valait sa maison. J'ai observé son visage alors que le juge rendait la décision. Pendant juste un instant, j'ai vu quelque chose sous la colère, une lueur de la petite sœur dont je me souvenais de l'enfance, avant que la jalousie et le sentiment que tout lui était d'une l'ait durci en quelqu'un que je ne reconnaissais plus, puis c'est parti, remplacé par une fureur froide alors qu'elle sortait en trombe de la salle d'audience sans un mot. Maman est venue me voir ce soir-là, elle semblait plus petite que je ne l'avais jamais vue, diminuée par le poids des secrets qu'elle avait portés pendant 35 ans, elle s'est assise sur mon canapé avec une tasse de thé qu'elle n'a jamais bu et elle m'a enfin dit la vérité. Richard Lefort n'était pas un étranger qui était apparu brièvement dans la vie de ma mère, c'était l'ami le plus proche de mon père, son camarade de chambre à l'université, le témoin au mariage de mes parents. Quand mes parents ont découvert que papa était stérile, leur mariage a failli s'effondrer sous la tension. Maman voulait désespérément des enfants, papa se sentait comme un échec. Ils se sont séparés pendant presque 1 an, durant lequel maman a trouvé du réconfort auprès de Richard, la seule personne qui les comprenait tous les deux, qui les aimait tous les deux, qui voulait les aider à trouver un moyen d'avancer. Quand maman a découvert qu'elle était enceinte, tous les 3 ont pris une décision ensemble. Richard se retirerait complètement, ne me revendiquant jamais comme sienne, n'interférant jamais dans mon éducation, papa m'élèverait comme sa fille, me donnant son nom et sa protection.
Et Richard aiderait à sauver les industries Durand qui étaient en faillite à l'époque, fournissant le capital qui a maintenu l'entreprise familiale en vie. 2 notaires ont été témoins et ont documenté l'accord, Maître Vasseur pour mes parents et un autre avocat pour Richard. Ils ont établi des conditions spécifiques pour ce qui se passerait si la vérité éclatait un jour. Maman a pleuré en me racontant cela, elle a dit qu'elle avait toujours eu l'intention de me le dire un jour mais que le bon moment n'était jamais venu. Elle a admis que la découverte du secret par Chloé à 16 ans avait tout changé, donnant à sa fille cadette un levier qu'elle a utilisé impitoyablement pendant 2 décennies. Elle s'est excusée pour le favoritisme, pour la négligence, pour avoir laissé la peur façonner la manière dont elle traitait ses propres enfants. J'ai écouté sans interrompre. Quand elle a fini, je n'ai pas offert de réconfort, je lui ai simplement dit que j'avais besoin de temps pour assimiler tout ce qu'elle avait dit. Le lendemain, Maître Vasseur a appelé pour expliquer la dernière pièce du puzzle. L'accord signé il y a 35 ans incluait des conditions de déclenchement spécifiques pour un trust que Richard Lefort avait établi en mon nom. Le trust s'activerait si l'une des 2 conditions était remplie. Ma relation non biologique avec Monsieur Durand étant formellement reconnue dans une procédure légale, ou le testament de Monsieur Durand référençant explicitement ma parenté, la lecture du testament avait satisfait la seconde condition, notifiant automatiquement le notaire de Richard de libérer le trust. Richard était mort il y a 5 ans, mais il avait passé des décennies à construire ce fonds pour moi, il l'avait abondé régulièrement, observant ma vie à distance, il avait promis de maintenir cette distance, ne tendant jamais la main mais ne détournant jamais le regard. Son notaire a livré un paquet contenant les documents du trust et une lettre que Richard avait écrite peu avant sa mort. J'ai lu ces mots seul dans mon appartement, les larmes coulant sur mon visage. Il a écrit qu'il ne pouvait pas être mon père dans la vie parce qu'il avait fait une promesse et qu'il était un homme qui tenait ses promesses, mais il m'avait regardé de loin, vu mes remises de diplôme, suivi ma carrière, observé comment j'étais traité par la famille qu'il avait aidé à créer, il voyait comment je luttais, comment j'étais négligé, comment je me construisais pour devenir quelqu'un de fort malgré le peu de soutien reçu. Sa lettre disait que ce n'était pas de la culpabilité, c'était de la fierté, j'étais sa plus grande réussite même si je n'avais jamais su qu'il existait. Dans les jours qui ont suivi, j'ai pris des décisions sur la manière de gérer tout ce que j'avais hérité, j'ai passé en revue les dossiers financiers de la succession personnellement et confirmé que Chloé avait retiré 50 000 € des comptes de papa durant ces derniers mois, alors qu'il était trop malade pour le remarquer. Selon la loi française, cela constituait un abus de faiblesse, une infraction poursuivable. J'avais tous les droits de porter plainte, au lieu de cela j'ai choisi une voie différente, par l'intermédiaire de mon avocate j'ai offert un choix à Chloé, rembourser les 50 000 € sous un an ou faire face à des poursuites pénales combinées aux 200 000 qu'elle devait déjà et la perte de son héritage. Cela l'obligerait à vendre sa maison et à recommencer de zéro, mais elle n'irait pas en prison, elle aurait une chance de se reconstruire si elle était prête à la saisir. Pour maman, j'ai établi une modeste allocation mensuelle sur la succession, assez pour couvrir ses besoins de base, pas assez pour maintenir le style de vie auquel elle s'était habituée. Elle devrait déménager dans plus petit, s'ajuster, vivre avec les conséquences de choix faits il y a longtemps. Ce n'était pas le pardon, c'était des limites avec des conséquences, la différence comptait pour moi. Dans le paquet de Richard Lefort, sous les documents juridiques et la lettre expliquant 35 ans d'observation à distance, il y avait une chose de plus, une petite boîte en bois que je n'avais pas encore ouverte. Je n'étais pas prête, mais je savais que ce qui était à l'intérieur représentait une vie d'amour d'un père qui avait choisi de rester à l'écart pour que je puisse avoir une famille, même si cette famille ne me méritait pas. 3 mois ont passé avant que je ne trouve le courage d'ouvrir la boîte en bois. Elle est restée sur ma table de chevet à travers les dernières procédures judiciaires, à travers la vente de mon appartement, à travers toutes les décisions qui allaient remodeler ma vie. Certaines nuits je la prenais et la tenais, sentant son poids dans mes mains, sachant que ce qui était à l'intérieur représentait quelque chose de précieux d'un homme que je n'avais jamais rencontré, mais je n'étais pas prête. J'avais besoin de finir de devenir la personne qui méritait de la recevoir. Le matin où je l'ai enfin ouverte était banal, un dimanche de fin de printemps, le café refroidissant sur le comptoir de la cuisine, la lumière du soleil entrant par des fenêtres que j'avais choisies moi-même. J'ai soulevé le couvercle lentement et à l'intérieur j'ai trouvé une montre. Elle était ancienne, clairement bien portée, le bracelet en cuir assoupli par des décennies d'utilisation, le cadran était simple, pas de complications fantaisistes, pas de marque coûteuse, juste un artisanat honnête qui avait résisté à l'épreuve du temps. Sous la montre reposait une note pliée, écrite d'une écriture que je n'avais jamais vue auparavant mais que je reconnaissais d'une manière ou d'une autre comme m'appartenant.
Je portais ceci tous les jours, Émilie, chaque fois que je la consultais je pensais à toi. Je me demandais si tu étais heureuse, si tu étais aimée, si tu devenais la personne que je croyais que tu pourrais être. La réponse à ces deux premières questions était souvent non et je ne pouvais pas intervenir, c'était le prix de ma promesse, le coût de te donner une famille qui, je l'espérais, te traiterait mieux qu'elle ne l'a fait. Cette montre a compté chaque heure que j'aurais souhaité passer avec toi, chaque anniversaire où je voulais appeler, chaque remise de diplôme à laquelle j'ai assisté du dernier rang en partant avant que quiconque ne puisse me voir, chaque fois que je t'ai vu lutter et que j'ai dû m'éloigner. Maintenant, laisse-la compter les heures de la vie que tu mérites, la vie que tu as gagnée, la vie que j'ai toujours su que tu construirais pour toi-même. J'ai tenu la montre contre ma poitrine et j'ai pleuré, pas les larmes de chagrin auxquelles je m'attendais mais quelque chose d'autre entièrement, la libération d'une solitude que j'avais portée pendant 35 ans sans en comprendre la source, j'avais passé toute ma vie à me sentir invisible, mal aimée, comme si quelque chose clochait fondamentalement chez moi qui me rendait indigne de l'affection que les autres recevaient si facilement, maintenant je comprenais que je n'avais jamais été seule. Quelqu'un avait observé, s'était soucié, fier de moi, m'aimant d'une distance dont je n'avais jamais soupçonné l'existence, le poids que j'avais porté n'était pas la preuve de mon insuffisance, c'était simplement le prix d'une promesse faite avant ma naissance par un homme qui m'aimait assez pour me laisser partir. J'ai mis la montre ce matin-là et je ne l'ai pas enlevée depuis. La maison de famille des Durand s'est vendue quelques semaines après sa mise en vente, je n'ai pas assisté à la visite finale ni à la signature, j'ai engagé des professionnels pour emballer ce qui restait et faire don de tout ce que je ne voulais pas, ce qui représentait presque tout, trop de souvenirs vivaient dans ces pièces et aucun d'eux n'était chaleureux. L'argent de la vente combiné à mon héritage de mes deux pères m'a donné des options que je n'avais jamais imaginées possibles, mais je ne voulais pas d'un manoir ou d'un appartement de luxe ou d'aucun des symboles de statut qui avaient tant compté pour la famille que je laissais derrière moi. J'ai acheté une petite maison de campagne en Provence, petite, ancienne, légèrement usée sur les bords, exactement comme moi, elle avait un jardin qui avait été négligé pendant des années, plein de potentiel attendant d'être ramené à la vie, la cuisine était minuscule mais lumineuse, la chambre donnait sur un étang où les canards se rassemblaient le matin. La première nuit où j'y ai dormi, j'ai écouté le silence et réalisé que je n'avais jamais connu la paix auparavant, je n'avais connu que l'absence de conflit, ce qui n'est pas du tout la même chose. J'ai rempli ma maison de livres que j'avais toujours voulu lire mais pour lesquels je n'avais jamais eu le temps, j'ai appris à jardiner, faisant des erreurs et apprenant d'elles sans que personne ne me dise que je faisais mal, j'ai peint les murs de couleurs que j'aimais sans demander la permission ni chercher l'approbation. Pour la première fois en 35 ans chaque décision était la mienne seule, personne à satisfaire, personne à contredire, personne mesurant ma valeur par rapport à des normes que je ne pourrais jamais atteindre. J'ai découvert lentement et avec une certaine surprise que j'aimais réellement la personne que j'étais quand personne ne me disait que je n'étais pas assez. Ma relation avec maman s'est installée dans quelque chose de distant mais fonctionnel, nous nous parlions au téléphone une fois par mois, de brèves conversations sur rien d'important, elle demandait des nouvelles de ma santé, de mon travail, de mon jardin, je répondais poliment sans offrir de détails. Nous ne passions pas les vacances ensemble, nous ne faisions pas semblant d'être proches, la chaleur qui aurait pu exister entre nous avait été sacrifiée il y a longtemps sur l'autel des secrets et du favoritisme, et je n'avais aucun intérêt à prétendre le contraire, elle avait fait ses choix, maintenant elle vivait avec, il n'y avait pas de punition dans ma distance, juste la conséquence naturelle de décennies passées à être sa fille moindre. Avec Chloé, il n'y avait rien du tout, elle a appelé à plusieurs reprises dans les semaines après la médiation, laissant des messages vocaux qui allaient d'excuses larmoyantes à des accusations furieuses, je les effaçais sans écouter au-delà des premiers mots, elle a envoyé des emails que je n'ai jamais ouverts, elle a essayé de me joindre par des connaissances communes qui ont rapidement appris à ne pas transmettre ces messages. Quand elle a été forcée de vendre sa maison pour couvrir les dettes qu'elle devait, les 200 000 de prêt, les 50 000 de restitution, les frais juridiques de sa contestation ratée, elle m'a envoyé une lettre, j'ai reconnu son écriture sur l'enveloppe et j'ai failli la jeter sans l'ouvrir, mais quelque chose m'a fait la lire. Juste une fois, elle écrivait à quel point tout était injuste, comment j'avais volé ce qui lui appartenait, comment papa avait été manipulé et les tribunaux lui avaient fait défaut, et rien de tout cela n'était de sa faute, elle demandait de l'argent, elle demandait le pardon, elle me demandait de me rappeler que nous étions sœurs, comme si ce mot signifiait encore quelque chose après tout ce qu'elle avait fait. J'ai lu la lettre une fois, puis je l'ai jetée à la poubelle, je n'ai rien ressenti, pas de colère, pas de satisfaction, pas même le sinistre plaisir de regarder le karma rendre son verdict,
juste rien, la ruine de Chloé n'était pas une vengeance, c'était simplement ce qui arrivait quand une vie de manipulation rencontrait enfin un mur qu'elle ne pouvait ni charmer, ni menacer, ni contourner par la ruse, elle avait construit son propre piège et y était entrée volontairement, je ne lui devais rien, pas même l'énergie de la haine. L'idée de la fondation m'est venue un soir calme, assise dans mon jardin alors que le soleil se couchait, j'ai pensé à tous les enfants qui grandissent en ce moment dans des foyers comme celui auquel j'avais survécu, les mal-aimés, les oubliés, ceux dont la valeur était mesurée par rapport à des frères et sœurs qui ne pouvaient rien faire de mal, j'ai pensé à quel point ma vie aurait pu être différente si quelqu'un avait tendu la main, offert de l'aide, m'avait dit que la façon dont j'étais traitée n'était pas de ma faute et n'était pas mon destin. Je l'ai nommée la Fondation Le Fort Durand, honorant à la fois le père qui m'a élevé en sachant que je n'étais pas de son sang et le père qui m'a aimé d'une distance qu'il a choisi de garder. La Fondation fournit une thérapie, des bourses pour les adultes guérissant de traumatismes familiaux, un mentorat de carrière pour ceux qui reconstruisent leur vie après avoir échappé à des systèmes toxiques, et un soutien d'urgence pour quiconque a besoin d'aide pour s'en sortir. C'est petit pour l'instant, mais ça grandira, et chaque personne qu'elle aidera sera la preuve que la douleur peut devenir un but, que les blessures peuvent devenir sagesse, que l'enfant mal aimé peut grandir pour répandre l'amour de manière que sa famille n'a jamais imaginée. Ce soir je suis assise dans mon jardin alors que le soleil se couche, portant la montre de Richard, un livre fermé sur mes genoux, ma petite maison brille chaleureusement derrière moi, les canards se sont installés sur l'étang pour la soirée, je n'attends personne, je n'essaie de rien prouver, je ne suis pas en train de guérir, je suis guéri. Je regarde la montre à mon poignet et je pense à deux hommes qui ont tous deux choisi de m'aimer de leurs propres manières imparfaites, l'un m'a élevé en connaissant la vérité et m'a laissé son héritage, l'un a regardé de loin et m'a laissé sa fierté, tous les deux ont vu quelque chose en moi que je ne pouvais pas voir en moi-même. Pendant 35 ans, ma sœur m'a donné un test ADN pour prouver que je n'appartenais pas à cette famille, au lieu de cela il a prouvé que deux pères, un qui m'a élevé, un qui a regardé de loin, m'ont tous deux choisi alors qu'ils n'y étaient pas obligés. Au final le plus grand héritage n'était pas l'argent ou la propriété, c'était de comprendre enfin que j'ai toujours été digne d'amour, je devais juste arrêter d'attendre que les mauvaises personnes le voient. L'histoire d'Émilie nous enseigne quelque chose que beaucoup d'entre nous apprennent trop tard dans la vie, votre valeur n'est pas déterminée par la façon dont votre famille vous traite, les gens qui devraient vous aimer le plus vous manquent parfois le plus profondément, et cet échec dit tout sur eux et rien sur vous. Si vous avez grandi comme l'enfant oublié, le mal-aimé, la fille qui ne pouvait jamais être à la hauteur peu importe ses efforts, s'il vous plaît entendez ceci, leur incapacité à voir votre valeur était leur aveuglement, pas votre défaut. Cette histoire nous rappelle aussi que les secrets et la manipulation finissent par s'effondrer sous leur propre poids. Chloé a passé 20 ans à construire une forteresse de mensonges et de manigances, croyant qu'elle assurait son avenir, au lieu de cela elle construisait sa propre prison. La vérité a une façon de faire surface et quand elle le fait, ceux qui ont bâti leur vie sur la tromperie se retrouvent sans rien de solide sur quoi se tenir. Mais peut-être que la leçon la plus importante est celle-ci, la guérison ne nécessite pas de vengeance, Émilie n'a pas détruit sa sœur, elle a simplement cessé de la protéger des conséquences, elle n'a pas puni sa mère, elle a simplement établi des limites, il y a un pouvoir profond à choisir la paix plutôt que la vengeance, à s'éloigner entier plutôt que de rester pour se battre. Parfois la plus grande victoire est de construire une belle vie et de laisser cela être votre réponse à tous ceux qui ont douté de vous.